très construite, quoi, apparemment. Elle est assez impressionniste, c'est-à-dire que nous allons suivre quand même Salan chronologiquement, c'est quand même plus simple, mais en essayant de mettre en valeur les différentes facettes de ses capacités, et de ce qu'il a fait réellement pendant sa carrière, qui s'étend donc de 1917, carrière militaire, à 1960, sans compter la suite, qui était un autre genre d'activité. Alors, Salan, pour beaucoup, c'est le soldat, le chef de guerre. C'est évident. Et on voit qu'il a participé à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a fait la campagne de Syrie. Ils auraient pu se rencontrer avec Zeller. Zeller se trouve dans ses souvenirs. On trouve les noms de Raqqa, dont on parle beaucoup aujourd'hui, le long de l'Euphrate. Et pour Salan, on trouve des Rezor, qui est un peu en aval, quoi, un peu vu d'ici, quand même dizaines ou centaines de kilomètres en aval. Donc, ils ont vécu ça en commun, mais Salan y était. Et puis, bon, je vais entrer un peu plus dans les détails quand on verra les illustrations. Un point important, c'est qu'il a été dans les services de renseignement. En particulier, en 1938, il est au service de renseignement intercolonial qui dépend du ministère des colonies, et il a en particulier Georges Mandel comme ministre. C'est assez intéressant à voir. Et ça l'a marqué pour la suite. D'ailleurs, il avait été marqué par l'absence de renseignement quand il était en Syrie et qu'ils ont été pris dans une embuscade où il était blessé grièvement. Il y a le côté diplomate, ça c'est moins connu, et il fallait être diplomate pour aller discuter avec les Chinois et les généraux chinois, avec Ho Chi Minh, avec Giap, dans la période 46, principalement 46. Il y a l'administrateur, on verra, il a été administrateur très longtemps au Laos, au Tonkin aussi, et puis il a été délégué général du gouvernement en Algérie. Si c'est pas un poste d'administrateur, c'est un poste particulièrement élevé dans ce... Bon, ensuite il était chef d'une organisation clandestine, l'OAS, c'est pas banal hein, dans la trajectoire d'un général. Et puis bon, il était à Tulle aussi. Alors, il y a d'autres facettes, hein. Il y a l'homme privé, très attaché à son épouse et à ses enfants, particulièrement à sa fille Dominique. Donc, nous allons voir, en déroulant sa carrière, les différentes facettes du général Salan au fur et à mesure de ses affectations. Alors, bon, ça c'est l'aspirant de 1917. Avant d'être aspirant, il a été écolier, puis lycéen. À l'époque, on préparait Saint-Cyr, on présentait Saint-Cyr l'année du bac, du deuxième bac. Et alors, il est né à Roquecourbe le 10 juin 1899. Son père était dans les contributions indirectes, a été nommé d'abord à Alès, puis à Nîmes. Donc il a fait sa scolarité principalement à Nîmes. Le milieu social, donc c'est un agent des contributions indirectes, entre guillemets petit, ça ne veut rien dire, hein, mais bon. Et Salan, au lycée de Nîmes, a une bourse de l'État. Et ça, c'est... Et son père doit être plutôt radical socialiste. À l'époque, les socialistes étaient patriotes. Hein. D'ailleurs, ils le sont restés jusqu'à Mollet, Bourges-Monory, Le Jeune et compagnie. Je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui. Bon, ça c'est... Et d'ailleurs, quand Salan est promu général le 25 décembre 1944, son père, qui est à Nîmes, reçoit une lettre de félicitations du patron de la Fédération socialiste du Gard. Alors, ensuite, ce qui l'a beaucoup marqué, donc, il a choisi Saint-Cyr. C'est quand même pas banal, mais à l'époque c'était comme ça, parce qu'il était dans un milieu patriote. Il raconte d'ailleurs que, comme nous aussi, nous avons vu les planisphères où on voyait toutes les taches roses de ce qu'on appelait l'Empire français. Et ça l'a beaucoup marqué, tellement marqué qu'il a choisi d'ailleurs l'infanterie coloniale. Donc il fait un séjour rapide à Saint-Cyr, il sort aspirant parce qu'on avait besoin de chef de section, il sort aspirant dans
dans l'infanterie coloniale, et il monte au front et il a la possibilité de se battre dans les dernières semaines de 1918. Et il récolte déjà d'ailleurs une citation. Alors ensuite il se trouve, bon là c'est une photo qui est prise quand il est en occupation en Allemagne. Ils ont tous été en occupation en Allemagne, mon père aussi était en occupation en Allemagne, ça ne les passionnait pas tellement, et donc Salan demande très vite, quand il y a un tour d'infanterie coloniale, demande très vite à partir, et il part pour la Syrie. Alors en Syrie, je le disais tout à l'heure, en Syrie, c'est très dur, hein. Il faut s'imaginer qu'on avance à la vitesse des armées d'Alexandre. Alors on a pour les artilleurs des bourricots qui tirent les pièces de 75, ce qui permet quand même d'aller un peu, de tirer un peu plus loin que les armées d'Alexandre, mais c'est ça, avec la sécheresse, la chaleur, les bandes inorganisées qui viennent vous harceler, les Druzes, les Turcs, etc. Donc, et il est à la tête d'un petit poste complètement perdu. C'est vraiment une école, et ces gens-là, ces garçons-là, ont 22 ans. Hein. À la guerre, il en avait 19, il commandait une section. Donc, c'est important pour la formation. Alors, ce ne sont pas les seuls, hein, ceux-là, mais cette génération a vécu ça. Donc, au combat de Lorraine, ils sortent à un moment, ils doivent sortir d'Er ez-Zor, et c'est ce qu'on appelle le combat d'Akam. Ils tombent dans une embuscade. Salan est très grièvement blessé au bras. D'ailleurs, il a failli ne pas être, disons, il a suivi une rééducation qui lui a permis de ne pas être réformé. Il était prêt à être réformé, il était prêt à partir de l'administration coloniale. Donc il avait déjà ce tropisme colonial. Il a la Légion d'honneur, il a 22 ans. Donc ça c'est un extrait du journal officiel et qui nomme Salan, qui était au 17e RTS, régiment de tirailleurs sénégalais, qui donc le 24 octobre 21 a été grièvement blessé. Alors il revient en métropole, il est soigné et donc il n'est pas réformé et il demande à repartir pour l'Indochine. Et il est nommé d'abord à Nguyen Binh. Nguyen Binh, c'est du côté de Cao Bang. Ça dit tout de suite, hein, c'est pas loin de la frontière, c'est nord du Tonkin, c'est pas loin de la frontière chinoise. Et là, c'est un poste, bon, à l'époque, il n'y a pas de combat, mais il faut former les anamites, parce qu'il y a des tirailleurs anamites qui viennent là. Bon, et alors, il a quand même du temps, un peu de temps libre, il s'installe, et il lit beaucoup. Il lit beaucoup les coloniaux, les Lyotais, les Galliénides, etc. Il se forme. Mais peu de temps après, on lui propose de partir détaché, alors je ne sais pas exactement quel était le statut, mais il n'est plus détaché comme administrateur au Haut-Laos. Et il accepte. Alors il part de Nguyen Binh, il va à Hanoï, ensuite il descend jusqu'en Annam, là il passe, il se retrouve sur le Mekong, il remonte jusqu'à Luang Prabang, et de Luang Prabang il continue encore sur des pirogues qui étaient poussées par des perches là, pour remonter le plus près de la petite ville où il a été nommé, qui est Muang-Sing, qui est aux confins de la Chine, du Laos bien sûr, de la Chine et de la Thaïlande. Et donc là, il est administrateur. Il n'est plus géré par comme on dit maintenant, il n'est plus géré par l'armée, mais par le ministère des colonies. Et il construit. Il construit. Et vous voyez là, c'est lui de dos là. Il construit une route parce que Muang-Sing c'est complètement perdu. Il n'y a rien. C'est même pas au bord du Mekong. Hein, donc il fait une route qui permet d'aller jusqu'au Mekong. Il passe de temps en temps, tous les 2 ans, il vient quand même 6 mois en métropole, et puis il repart là-bas, et l'administrateur qui est l'administrateur de toute la région du Haut-Laos part en congé, il n'était pas parti depuis 5 ans, et il le remplace à une petite ville qui est un peu au sud de Muang-Sing, qui est Hoi Sai. Et là,
il a un poste important. Hein. Alors, il a un poste important, mais il y a peu, il a 2 ou 3 Européens avec lui, Français avec lui. Hein. Tout le reste sont des gens de là-bas. Et il se plonge tellement dans la vie de ces populations où il y a beaucoup d'ethnies différentes. On est au Laos, il y a une langue laotienne, mais il y a des tas de langues qui sont parlées dans cette région. Et il écrit, il rédige un dictionnaire de langues Hu et Nun, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de ces langues, en laotien, ce qui permet aux gens Hu et Nun de pouvoir lire les documents officiels, les documents, etc., qui eux sont en laotien. Et ce petit dictionnaire est recommandé par l'académie le rectorat d'Hanoï, hein, comme c'est une image qu'on n'a pas tellement du général Salan, mais c'est lui. Alors il se plonge complètement, il construit, il est au milieu des populations, tellement au milieu des populations qu'il se marie à la mode laotienne et bouddhiste avec une jeune laotienne, et qu'ils ont un fils qui s'appelle Victor, qui est de ce monde, qui est Victor Salan, qui a fait une carrière dans l'armée jusqu'en 62, et puis parti en 62, on peut comprendre pourquoi, et qui ensuite a fait une carrière tout à fait brillante à Ford, à Bordeaux. Il habite du côté de Bordeaux, au Haillan exactement, Victor. Alors, bon, il est vraiment totalement pris par ce pays, il est fasciné quoi, partout, par les odeurs, les gens, il aime beaucoup les personnes, et c'est réciproque. Alors, il est nommé quand même, en fin de séjour, un premier séjour en Indochine, quoi, le premier séjour, première période en Indochine, oui, là on le voit, ça fait vraiment une image à Kipling, ça. Hein. Là, il est capitaine, il est nommé à Dinlap. Alors, Dinlap, c'est aussi au Tonkin, au nord Tonkin, mais c'est plus près de la baie d'Along, hein. C'est donc plus à l'est. Hein. Et là, il est à la fois capitaine avec un poste et en même temps administrateur. Bien, après ça, il revient en métropole, on est en 1937, et il avait été repéré par le général Burer, qui était un des pontes des services des services coloniaux. Et Burer est à l'état-major intercolonial qui dépend du ministère des colonies, et il appelle Salan près de lui, et donc au ministère des colonies. Et là, il a donc ce que je disais tout à l'heure, il a Mandel comme patron, et Mandel le convoque tous les jours à midi, y compris le dimanche, pour faire un rapport sur la situation dans les différentes colonies. Et ça va de Shanghai, qui n'était pas une colonie, mais où il y avait une concession française, où il a comme camarade d'ailleurs Valui, qui est la même promotion que lui, ils se soutiendront pendant toute leur carrière. Et donc il fait un rapport sur toutes les... Pourquoi? Parce que Mandel est très critique vis-à-vis de Daladier, qui est président du Conseil, et qui trouve bien mou, étant donné les nuages qui s'amoncellent sur l'Europe, et qui vont déboucher sur la guerre. Et l'idée de Mandel, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas des endroits où on peut fixer des troupes futures ennemies, de façon à réduire justement les effectifs de ces ennemis sur le champ de bataille européen. Et une des idées, je ne sais pas si elle vient de Mandel ou de Salan, une des idées, c'est d'aller aider la résistance éthiopienne à l'occupation italienne, puisque Mussolini, après disons la rupture avec l'Angleterre et la France, va en Éthiopie, il est condamné par la SDN à l'époque. Et alors Salan monte une affaire avec un ancien de la guerre d'Espagne, et il monte une affaire qui consiste à aller aider la résistance éthiopienne. Alors lui-même part avec une fausse identité, il s'appelle Raoul Hugues, il est correspondant envoyé spécial du Temps à Khartoum, c'est la base d'où il va distribuer de l'argent principalement, pour pouvoir aider les irréguliers qui vont aller en Éthiopie. Et donc on le voit là, hein, c'est bien, et ça le marque bien sûr profondément. Hein. On a ces notes de frais à l'hôtel, comment s'appelle-t-il, j'ai retrouvé, l'hôtel de Khartoum,
C'est vraiment l'agent secret. Ils rencontrent d'ailleurs, bon, ils ont prévenu les Britanniques, hein, qui occupent à l'époque ce qu'on appelait le Soudan anglo-égyptien, et donc il a des contacts aussi avec les Britanniques qui lui disent allez-y mollo parce que nous ne sommes pas prêts à nous battre contre les Italiens. Voilà. Alors il revient en métropole, en passant d'ailleurs par la Libye, qui est occupée par l'Italie, ce qui lui permet d'avoir une idée de ce que font les Italiens en Libye. Et il retrouve Mandel, mais très rapidement, alors là en effet, j'ai sauté quelques étapes, il prend la direction, le commandement d'un bataillon mixte infanterie coloniale sénégalais. Il se bat sur la Somme. Comme toute l'armée française, il recule, mais il recule en très bon ordre. Il passe la Seine à Vernon. Et puis, il se retrouve à la fin, vers le 20 et quelques juin, il se retrouve dans le sud-ouest de la France avec ses Sénégalais. Il récupère à l'occasion quelques citations. Bon, les citations ne sont pas toujours... quand même, citation, ça prouve qu'on s'est battu. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il retrouve le ministère des colonies, qui est à Vichy, avec un nouveau ministre des colonies, qui est Emery, qui est, je ne sais pas si c'est Martiniquais ou Martiniquais, je crois. Donc le gouvernement Pétain, après un ministre martiniquais, c'est le premier qui est nommé un préfet d'origine algérienne au sens arabe, alors je ne sais pas si c'était arabe ou berbère. Et alors qu'on nous dit chaque fois, ah, voilà le premier préfet, c'est complètement faux, ça existe depuis 70 ans, un préfet originaire venant d'Afrique du Nord. Et il retrouve Burer, le général Burer, et Burer part assez rapidement, Emery ne reste pas longtemps, il est remplacé par l'amiral Platon, qui dérive complètement vers la collaboration, pas tout de suite, mais il devient vraiment un collaborationniste, selon ce néologisme utilisé actuellement. Et à ce moment-là, il quitte Vichy et il va au deuxième bureau, au commandement supérieur des troupes en AOF à Dakar, avec le général Barrot. Et là, il rédige cette fameuse instruction que vous voyez là, qui est dans ses archives. Il s'intéresse donc déjà à l'aspect guérilla, qu'on appellera plus tard guerre révolutionnaire, et il saura ce que ça signifie en Indochine, en Algérie. Il s'intéresse et c'est lui qui rédige cette instruction principalement. Bon, il est à Dakar quand il y a le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942. Il pousse pour se rallier aux Giraud, aux anglo-américains, etc. C'est une période très pénible pour tous les officiers. Mon père, c'est pareil. Il était à Alger, son chef au 19e corps, son chef, le général Mast, disparaît, je parle du général Zeller, disparaît parce qu'il est de mèche avec les Américains, avec le général Clark. Qu'est-ce que je fais, hein? On m'a donné l'ordre de repousser tout débarquement. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une question qui s'est posée à tous les officiers. Alors, il y en a qui se l'étaient posé le 18 juin 40, est-ce que je vais, pas tellement d'ailleurs, hein, est-ce que je vais à Londres? Mais avec Mersel Kébir, c'est le cas de Salan, qui s'était posé la question, Mersel Kébir, terminé, on n'y va pas. Hein. Et ça, beaucoup d'officiers n'ont pas rejoint la France libre, ce qui s'appelle la France libre, à cause de Mersel Kébir. Bon, alors d'ailleurs, le gouverneur général Boisson, qui était en AOF, et général Barrot Boisson est inculpé, je ne sais pas comment on disait à l'époque, il faudra très longtemps, je crois qu'il meurt d'ailleurs avant que son procès ne vienne, et Barrot est mis à la retraite. Ça écœure assez Salan, ça. Son camarade Valui, qui était à Alger, l'appelle à Alger, il sait que c'est là que ça se passe, et là, il prend, c'est pas banal, il prend la direction d'un journal, le journal officiel de l'armée française, qui s'appelle, à l'époque, Combattant 43, qui a son siège rue Michelet. Je ne sais pas quel numéro, hein, mais vous pourrez le trouver. Et donc, c'est important, parce qu'il s'agit d'essayer d'amalgamer toutes les composantes, hein, de l'armée française, l'armée d'Afrique, les gens qui viennent par l'Espagne,
ensuite les gens, les Français libres, et donc c'est un rôle assez important. Il se met mal avec le Trocker, qui est commissaire à la guerre, qui est sectaire, en attendant d'être amateur de petites filles, et donc le Trocker le dégage de combattant 43 qui est devenu combattant 44, et Valmy toujours le fait venir auprès de Delattre, et Delattre lui confie le 6e régiment de tirailleurs sénégalais. Et donc là, il est à la tête du 6e régiment de tirailleurs sénégalais, qui débarque sur l'île d'Elbe, il y a des combats sur l'île d'Elbe, et puis qui après, le 17 août, donc 2 jours après, débarque en Provence. Et là, il est un des éléments majeurs avec, je ne sais pas si ça s'appelait un combat de commande, c'est-à-dire un groupement tactique, qui est fait autour, puisqu'on rajoute des chars, etc. Il est un des artisans majeurs de la prise de Toulon, la libération de Toulon. Puisque les Français, finalement, sont partis sur Toulon, Marseille, remontés ensuite la vallée du Rhône, tandis que les Américains sont montés par la route Napoléon. Petite parenthèse, c'est mon oncle Henri Zeller, qui lui était patron de l'ORA pour la zone sud, qui avait rejoint Alger par sous-marin pour informer, en particulier De Gaulle d'abord, en lui disant, sachant qu'il y avait un débarquement qui était prévu, on dit, vous pouvez monter par la route Napoléon, vous serez beaucoup plus vite là-bas. Les Américains avaient été très échaudés par le 6 juin 44, où les Allemands s'étaient battus vraiment très vigoureusement, et donc avaient mis, je crois, Lyon à J+90 par rapport au débarquement. Et en fait, Lyon a été atteint, je dirais, à J+15 ou 20, quoi, maximum, grâce à ça. Alors oui, petite anecdote sur Henri Zeller, il va donc par sous-marin de Saint-Raphaël jusqu'à Alger. Alger rencontre De Gaulle. De Gaulle n'a jamais été un chef de guerre, donc De Gaulle l'envoie vers Delattre, et Delattre l'envoie, alors est-ce que c'est Patch, pour dire voilà ce qu'on peut faire. Et les Américains changent, ce qui n'est pas banal, changent leur plan disons, d'opération après le débarquement, ce qui permet de... Voilà, bon, fermer la parenthèse. Donc Sallan, il n'y a pas, pour ainsi dire, pas de combat dans la vallée du Rhône. En revanche, il y en a à partir d'Autun, et surtout dans ce qu'on appelle la boucle du Doubs, en se rapprochant donc de l'Alsace. Là, il y a des combats très sérieux, et puis son régiment, qui est le 6e RTS, est ce qu'on appelle blanchi. Il devient le 6e régiment d'infanterie coloniale, et les Sénégalais, les Africains noirs, sont remplacés par des volontaires, des gens qui viennent des maquis ou des régiments qui sont constitués. Et c'est avec ces gens-là qui continuent le combat jusqu'en Alsace. Et là, ils se retrouvent, vous savez qu'il y a une percée le long de la frontière suisse, qui a failli d'ailleurs être coincée par les Allemands, mais enfin on a réussi à dégager. Et il élimine tous les Allemands qui sont le long du Rhin, depuis le sud, c'est-à-dire Saint-Louis, jusqu'à Markolsheim, etc., le long du Rhin. Alors, à ce moment-là, il est nommé à la tête de l'infanterie coloniale, l'infanterie de la 9e DIC, qui est commandée par Valmy, et c'est la réduction de la pole de Colmar. Ensuite, il est promu général de brigade le 25 décembre 1944, il a donc 45 ans, et Delattre lui demande de reconstituer la 14e division d'infanterie, qui était la division de Delattre en 40, qui s'est bien battue, et il la reconstitue avec des régiments plutôt de... Quel commentaire vous voulez faire? Non, laissez-le, ça, c'est pas fini. Il la reconstitue avec le 35e régiment d'infanterie, mais qui est fait de maquisards, mais dans lequel il y a des officiers de carrière, le 152e, qui est le fameux 15-2, les Diables Rouges, etc. Alors, De Gaulle lui remet la cravate de commandeur de la Légion d'honneur à Mulhouse. Ça doit se passer en février, je crois, février ou mars 45. Et je pense que là, c'est Bondy qui est à côté de Sallan. Je ne sais pas qui il est, je le cherche, je ne sais pas qui il est. Et De Gaulle à Sallan, alors Sallan, ça va, mon général. C'est le premier échange.
Alors, la 14e DI est reconstituée, il pénètre en Allemagne et il termine la guerre. Il termine la guerre à Constance. À Constance, Leclerc déjà vient le voir parce que Leclerc a été nommé, sans que ce soit officiel peut-être à l'époque, commandant supérieur en Indochine. Alors ça c'est le 14 juillet 45, défilé sur les Champs-Élysées, vous voyez Salon avec ses chefs de corps derrière. Et un très beau défilé. Salon, jeune général, 45 ans. Ce que je disais, donc Leclerc est nommé commandant supérieur en Indochine. Il faut savoir que l'Indochine, le 9 mars 45, les Japonais que l'amiral Decoux, qui était resté gouverneur général, avait réussi plus ou moins à maintenir, font un coup et mettent mettent en résidence surveillée Decoux par exemple, mais également font des ultimatums aux officiers dans les différents postes, et si les officiers ne rentrent pas, ils sont exécutés d'une balle dans la nuque. Il y a eu, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a eu des centaines d'officiers militaires français qui ont été tués à ce moment-là. Il y en a une partie qui a réussi à quitter le Tonkin, c'est la colonne Alexandrie, et qui est passée en Chine, la Chine qui était la Chine de Chiang Kai-shek à l'époque. Et il s'agit, et le nord, c'est la conférence de Potsdam, le nord est occupé par les Chinois de Chiang Kai-shek jusqu'au 16e parallèle, donc un peu plus bas que la future limite entre le Vietnam Nord et le Vietnam Sud, et au sud les Anglais. Alors, De Gaulle nomme un binôme en fait, avec l'amiral d'Argentlieu comme gouverneur en Indochine et Leclerc comme commandant. Ils s'entendront jamais. Il faut dire que d'Argentlieu était lieutenant de vaisseau, carme des chaussées, et il se retrouve amiral à 4 étoiles et gouverneur en Indochine. Bon. Il a une directive qui est celle de mars 45 de Gaulle, comme quoi il faut faire une fédération avec les 5 États, Laos, Cambodge, Tonkin, Annam, Cochinchine, qui ont des statuts différents. Cochinchine est une colonie, Laos sont des protectorats, etc. Bon, je passe sur les détails ça se passe très mal. Hein. Ils ont, à un moment, Leclerc est presque à donner un coup de canne à d'Argentlieu. C'est compliqué, en fait. Hein. Je viens de regarder une thèse sur le sujet. Bon, les images, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Alors, Leclerc a appelé Salan. Or, Salan, il est curé de Lattre. Et quand on sait les relations entre Leclerc et de Lattre, ça prouve que Salan était vraiment irremplaçable. D'ailleurs, chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un qui connaît l'Indochine, on verra plus tard, c'est Salan auquel on fait appel. Alors, que doit faire Salan? Il prend le commandement des troupes au Tonkin. Alors, les troupes, il n'y en a plus beaucoup. Et en Chine. Donc, il va en Chine pour obtenir l'autorisation de rapatrier les troupes françaises, qui sont dans un état assez déplorable, au Tonkin, au Laos. Et donc il doit négocier avec les Chinois. Oui, là c'est au palais Norodom, à Saigon, et vous voyez, il y a un British, là, il y a deux Anglais, vous voyez Leclerc, et puis vous voyez Salan à droite là-bas. Hein. C'est assez... c'est vraiment la situation, quoi. Ça se passe bien avec les Anglais, hein, au sud. Mais avec les Chinois, d'abord, les généraux qui sont en Chine ou qui commandent en Chine, il y a un général qui s'appelle Lu Han, qui commande au Hunan et au Tonkin, il en fait à sa tête. C'est-à-dire que si Chiang Kai-shek donne un ordre, si ça convient à Lu Han, il le fera, si ça ne convient pas, il ne le fera pas. Et même Lu Han, qui est assez loin, il a des généraux qui eux-mêmes en feront à leur tête et qui vivent sur le pays. Donc Salan va en Chine, et là c'est la photo où il y a l'ambassadeur de France qui est à la droite, à la gauche donc, et à la droite de Chiang Kai-shek, et Salan, vous le voyez avec son calot, il garde son calot de l'infanterie coloniale hein, pendant assez longtemps, négocie avec Chiang Kai-shek et ses généraux, il obtiendra l'autorisation
Mais il faudra qu'il négocie aussi. Je crois qu'il y a d'autres photos après. Oui, alors ça, je vais y venir. Il faudra qu'il négocie avec les généraux sur place. Alors, le 6 mars 1946, une convention préliminaire est signée entre Jean Sainteny, qui était le haut-commissaire envoyé là-bas. D'Argentlieu est toujours assez loin, il est à Saigon, hein, et Ho Chi Minh. Ho Chi Minh a pris le pouvoir à partir de